recevoir Olivier Gavalda, directeur général du Crédit Agricole Île-de-France, Christelle Lebert, cofondatrice et CEO du Square d'Arkea et membre du comité exécutif d'Arkea, Eric Lassus, CEO de Trésor. Donc je t'ai dit que je te taquinerais, hein. Donc vous avez vu, banquier, une fintech banquier, et puisqu'il a vendu récemment à Société Générale, donc les gènes sont en cours de mutation. Et Jonathan Prince, cofondateur de Finology au Luxembourg. Je vous propose pour commencer de chacun vous présenter un peu mieux que ce que je viens de faire, et y compris présenter votre entreprise, même si pour certaines c'est peut-être plus évident que pour d'autres. Mais Olivier, je vous laisse. Donc, Crédit Agricole Île-de-France, je dirige donc cette belle caisse régionale qui est la première caisse régionale du groupe Crédit Agricole. Donc voilà, 1,5 million de clients sur la région parisienne, 1 milliard de PNB, 280 millions de résultats nets. Et contrairement à ce qu'on peut raconter aujourd'hui dans la banque de détail, en grand développement et avec un développement très très fort sur notre territoire, avec une stratégie d'innovation très forte pour accompagner les besoins de nos clients, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc moi, je suis Christelle Lebert, je fais partie du comité exécutif d'Arkea. Donc Arkea, c'est une banque coopérative qui sert une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises de taille intermédiaire. Et d'ailleurs, on se qualifie d'ailleurs aussi nous-mêmes de banque de taille intermédiaire, avec 2 piliers dans notre stratégie. Une stratégie évidemment de banque de détail, notre métier historique, et une stratégie de B2B, puisque nous avons décidé depuis 10 ans maintenant de mettre nos savoir-faire bancaires au service d'autres pour leur permettre à eux aussi de développer leur business. Alors Trésor, c'est une fintech qui va fêter sa 4e bougie là bientôt. Donc on est tout nouveau. Nous sommes une fintech, nous faisons à peu près 5 milliards de flux, 450 000 cartes émises en 3 ans, enfin en moins de 3 ans. On est complètement agnostique, on est vraiment une plateforme de paiement, ce qu'on appelle banque as a service ou plateforme de paiement. Et on l'assume, c'est-à-dire c'est notre ADN. Nous ne sommes pas une société ou une fintech qui a lancé un produit et qui s'est dit après, tiens, on va utiliser notre back-end pour en lancer d'autres. On n'a pas de produit. Notre ADN, c'est vraiment d'être au service des produits de nos clients. C'est vraiment notre touch. Jonathan. Oui. Bonjour à tous. Jonathan Prince, l'étranger de l'étape, puisque effectivement, comme Laurent le disait, basé au Luxembourg. Finology est la 3e fintech que j'ai cofondée, qui a une activité fintech RegTech, puisque c'est une notion qu'on commence à introduire de plus en plus, la mise en conformité réglementaire, la mise à disposition de solutions techniques pour faire cela. Donc on opère une plateforme qui permet de mettre à disposition d'établissements financiers des solutions techniques que l'on a développées nous-mêmes ou que l'on source pour le compte de ces établissements financiers. Et on a des focus actuellement sur la partie DSP2. On a 28 banques clientes sur 9 pays européens. Et je pense qu'il y a 3 banques représentées sur ce panel qui sont parmi nos clients, sur l'activité PSD2, mais également la partie Ça va être dur de KYC. deviner, là. Quel travail le matin. Ça va être un travail d'investigation effectivement énorme. Avant cela, on a développé avec mes associés en 2012 DigiCash, qui est la première solution de paiement mobile en lien direct avec les comptes bancaires, qui permet d'émettre des virements, des SEPA Credit Transfers, et de récupérer des informations de compte. Donc on était DSP2 avant la DSP2, et ça fait maintenant 1 an et demi que l'on a cédé cette activité à un consortium de banques qui s'appelle Payconic, qui est détenu par des banques néerlandaises et belges, et qui se développe en Europe. D'ailleurs, je t'ai demandé de venir aussi bien pour ta nouvelle activité que pour l'ancienne. Parce qu'on avait déjà l'occasion d'en parler il y a plusieurs années. Alors, je vais commencer la matinée plutôt avec la partie banquier. Je reviendrai vers vous après, donc peut-être partager le micro. Donc déjà, Christelle, Olivier, l'open banking, qui est un mot qui est super sympa sur Twitter, c'est quoi pour vous, en fait, vu de la banque? Peut-être Christelle en premier. En fait, l'open banking, vu de la banque, ou en tout cas de la banque
historique, on va dire, c'est une vraie révolution dans la manière de faire son métier, parce que justement, c'est ouvert, alors que historiquement, les banques se sont plutôt développées dans des formats de business model très fermés, où on était propriétaire de l'ensemble des briques de la chaîne de valeur, de la distribution aux opérations. Voilà, donc c'est aujourd'hui un vrai changement de paradigme, et c'est tout l'enjeu. Donc ça, c'est un peu la manière un peu conceptuelle de l'expliquer. Après, de manière très concrète, c'est effectivement revoir complètement la manière dont on adresse nos métiers pour à la fois répondre aux besoins des clients qui sont dans des attentes, je dirais, de standards de qualité en termes d'expérience client, d'immédiateté, qui sont à la hauteur de ce qu'ils peuvent vivre dans d'autres secteurs d'activité. Et puis être capable, en regard de ça aussi, d'avoir un niveau de prestation de service excellent. Mais pour toi, c'est avant tout un sujet technologique ou un sujet de business model quand tu Non, travailles sur ces sujets-là en interne C'est forcément. Alors, il y a évidemment une dimension technologique, puisque quand on parle d'open banking, on parle de systèmes d'information, et on sait bien que les systèmes d'information des banques ont été justement construits dans une logique très fermée, très imbriquée, et qu'aujourd'hui, il faut ouvrir et modulariser tout ça. Mais c'est avant tout un sujet de transformation de business model, d'état d'esprit et de culture. Parce que justement, maintenant, il faut apprendre à travailler avec d'autres, il faut apprendre à partager ces données avec d'autres, il faut savoir le faire, savoir s'entourer des bons partenaires. Et emmener dans les et ça, c'est une des premières, enfin en tout cas nous dans notre retour d'expérience, et on l'a vu nous côté Arkéa quand on a décidé en 2008 de lancer l'activité dite de B2B, donc de mise à disposition de nos savoir-faire. Un des premiers sujets, c'est finalement de faire comprendre l'intérêt en interne de mettre à disposition ces savoir-faire, voire de servir des concurrents, ce qui peut parfois Je reviendrai tout à l'heure sur Voilà, ce sujet Arkéa Banking Services et ce que vous avez fait en 2008, mais tu viens d'évoquer la difficulté legacy system, même dans une banque qui fait beaucoup de communication pour être très moderne et très nouvelle. Concrètement, ça marche de brancher tous ces systèmes ouverts que vous avez rachetés, pour certains, d'autres avec lesquels vous coopérez, avec des systèmes plus anciens dont vous avez hérité? Ça marche. Après, c'est du travail et c'est des efforts. Et le sujet qu'on a, c'est la bataille de tous les jours, c'est la capacité à aller vite et notamment à innover vite pour pouvoir avoir des offres rapidement sur le marché, voire à faire pivoter des offres. Donc c'est un combat permanent des équipes. On a des enjeux de transformation d'infrastructures, et c'est aussi pour ça qu'on s'appuie sur un certain nombre de partenaires, voire on sert des partenaires à l'inverse pour permettre cette agilité-là. Je vais revenir avec toi dans quelques instants, mais j'ai les mêmes questions en fait pour les... Pour nous, c'est un peu la même réponse, mais j'insiste beaucoup sur l'open banking. C'est vraiment la capacité à offrir beaucoup plus vite à nos clients des services qu'on n'est en réalité pas capable de faire et de construire très vite. Donc, par rapport à la question de la technologie, je pense que le monde des fintech est né de l'incapacité des banques à révolutionner leur SI de façon très rapide. Et pour des tas de raisons, enfin, on ne va pas rentrer dans les évolutions technologiques des SI bancaires. Mais donc, en fait, nous, on a pris le sujet de l'ouverture à d'autres pour offrir de façon beaucoup plus rapide des nouveaux services à des clients, services qu'on avait peut-être imaginés, mais qu'on n'était pas capable de réaliser très vite. Voilà, c'est concrètement vraiment ça. Un exemple aujourd'hui au Crédit Agricole? Contrairement, il y en a beaucoup. Pour le coup, on a certains services complètement périphériques qui visent à fidéliser les clients, du type Hello Charlie, des startups de ce type-là qui ne sont pas du tout dans la sphère bancaire. Et on offre ces services à des jeunes, par exemple, pour nous permettre de mieux les fidéliser, pour mieux entretenir et construire une relation durable avec eux. Donc ça, je dirais, il y a peu d'interaction avec le SI bancaire. Donc là, on est vraiment dans des services connexes qu'on imagine. Après, il y a des services beaucoup plus intégrés. Ce qu'on va faire bientôt avec une fintech anglaise pour offrir des services de paiement internationaux notamment à nos jeunes clients, mais pas que. On l'imagine aussi sur le monde des professionnels et des entreprises pour faire du cash management de façon... On peut citer le nom, je crois. Hein. Oui, ils les ont déjà vus ici plusieurs fois. Oui, puis on a communiqué dessus. Donc c'est avec la société Orwell qui avait lancé une offre Ipagou, mais qui s'est plutôt spécialisée maintenant dans le B2B. Et donc voilà, ils ont des capacités à faire des services
que nous, on est incapable de faire aujourd'hui. Enfin, Alors, comment vous gérez cette dualité entre je suis client du Crédit Agricole, je vais concrètement avoir mon offre classique bancaire et on va me proposer pour mon gamin par exemple, ce qu'a priori Eh bien, vous évoquiez plutôt pour les on jeunes. est en train de construire avec eux en marque blanche. Enfin, eux nous proposent leur service. On va intégrer, on va dire que c'est le Crédit Agricole d'Île-de-France qui le fait, mais en fait, c'est géré directement par eux sur Londres et donc, hein, et sur Paris demain quand ils auront l'agrément de la CPR sur Paris. Mais donc 8 jours pour le Brexit, c'est ça? Non, pardon. donc, alors, effectivement, en expérience utilisateur, le problème, c'est qu'il va y avoir un saut, il va falloir aller chercher une appli spécifique, certes brandée Crédit Agricole Île-de-France, mais là, on a le problème l'avantage pour nous de la puissance de la marque, parce que la limite des fintechs qui sont en B2C, c'est à ce stade, aujourd'hui, dans 10 ans, dans 5 ans, j'en sais rien, mais à ce stade, ça reste la confiance dans la marque. Donner son épargne, ses moyens de paiement, etc., etc. Il y a encore de la résistance de beaucoup de Français, en tout cas, à sauter le pas et aller faire toutes leurs opérations s'il n'y a pas une marque de confiance. Donc, mais là, pour le coup, très clairement, c'est eux qui opèrent pour nous, ils montent le service pour nous. Avec notre marque, on surveille évidemment ce qu'ils font, hein, mais donc on est capable d'offrir des services qui nous auraient pris peut-être 3, 4 ans, 5 ans à monter si on devait le faire tout seul. Et là, on sent, on voit tout à fait la problématique de la résistance techno et des SI qui aujourd'hui ne sont pas assez souples dans la banque pour permettre de faire ce genre de Par choses. contre, concrètement, moi en tant que client, je vais avoir donc 2 expériences. Si j'ai envie de ce produit, Oui. j'aurai pas une vision intégrée de mes comptes, j'aurai pas une. Parce qu'on agrège aujourd'hui. Donc Vous agrégerez tout. On agrégera tout, évidemment, puisqu'on est capable d'agréger tous les comptes. Donc on agrégera, y compris le compte de paiement construit avec Orwell. Par contre, ça ne sera pas dans la même appli, dans l'appliqueur, parce qu'aujourd'hui, notre SI n'est pas complètement apaisé. On est en train de le faire. Et d'ailleurs, c'est ces évolutions depuis maintenant, on parlait tout à l'heure de 2010-2011, moi je vais dire plutôt 2013-2014, c'est à partir de ces évolutions et de ce mouvement-là qu'on a décidé dans le groupe Crédit Agricole d'apaiser notre SI d'ici 2021 à 100%. Et donc on est en bonne voie de le faire, et pas uniquement sur les paiements ou sur la tenue de compte, etc., mais sur l'ensemble des briques du SI bancaire. Et c'est essentiel parce que c'est que au moment où les banques auront apaisé complètement leur SI, qu'on pourra complètement intégrer ces évolutions. Question saugrenue, mais est-ce que quand la plus grande caisse ou la plus grande caisse du Crédit Agricole choisit comme ça un partenaire qui plus est au UK pour faire cela, est-ce que ça fait un petit électrochoc à la DSI pour se dire tiens mince Oui, ça fait un électrochoc, mais c'est bien ce qu'on cherche et c'est bien le système mutualiste et coopératif du Crédit Agricole. Chacune de nos 39 caisses régionales ont des capacités d'innovation. Alors certes, pas toutes les mêmes parce qu'on n'a pas toutes les mêmes tailles et les mêmes moyens, mais c'est à partir d'expériences qui marchent, voire qui ne marchent pas, parce que tout ne marche pas dans l'innovation, et bien qu'après, on agrège ça au niveau du groupe, et on monte et on construit de façon collective, à partir d'une initiative individuelle d'une caisse régionale, des innovations qui vont marcher. C'est le cas pour ce qu'on est en train de faire avec Orwell, c'est le cas de ce qu'on a construit ou de ce qu'on est en train de construire avec le CEA. Donc là, on n'est pas dans le monde des startups, dans le monde des grandes entreprises, mais qui innovent beaucoup, avec qui on a, par exemple, des partenariats dans la régulation et dans l'intelligence artificielle, où on monte des solutions dans la lutte anti-blanchiment avec eux, et on va après faire converger tout ça au niveau national, parce que cette solution, on pense qu'elle va marcher et qu'elle a de l'intérêt pour nous tous. J'en profite pour ceux qui sont fidèles à ces réunions. En 2015, Carlos Sanchez, le président d'Ipagou et donc d'Orwell, était venu, et à l'époque, effectivement, son projet était très B2C pan-européen. Et comme beaucoup d'ailleurs, ils ont fait des pivots vers le B2B2C. Parce que, le problème du B2C, c'est d'avoir une marque, et si on ne l'a pas, de faire connaître la marque. Aujourd'hui, on connaît les moyens marketing qu'il faut. Si vous n'êtes pas le premier acteur sur le marché en termes d'innovation, quand vous êtes juste derrière des N26, des Revolut, etc., les moyens sont considérables. Et voilà. Et aujourd'hui, même s'il y a beaucoup d'argent sur le marché, lever des capitaux gigantesques pour défendre une idée marketing qui en plus, à ce stade, ne gagne pas d'argent, c'est quand même très compliqué, quoi. Donc, Gisèle, j'allais justement rebondir sur toi. On vient de voir un exemple
d'une banque pourtant très connue dans les moyens de paiement, très connue dans les core banking, etc., et qui prend un acteur étranger pour le faire, vous aidez depuis très longtemps déjà avec Arca Banking Services et avec d'autres fintechs que vous avez racheté des banques à externaliser une partie de leurs solutions avec des modes plateforme. Oui. Est-ce que tu vois une vraie évolution? Parce qu'il y a quelques années, c'était déjà le cas, mais c'était dur. J'ai reçu des gens d'Arkea qui me disaient, bon, on pagaille. Est-ce que tu vois une vraie évolution dans la capacité des grands établissements à finalement maintenant donner une grande partie de ce qui pouvait faire partie de leur ADN avant à des tiers comme vous pouvez l'être pour réaliser cette partie d'activité? En fait, je pense que le marché aussi a changé et notamment la concurrence s'est densifiée. On a vu arriver effectivement un certain nombre de grands acteurs. En fait, aujourd'hui, quand on est... alors nous, notre B2B à nous, c'est un B2B de retailer quelque part, c'est-à-dire qu'on vend des prestations pour des clients qui servent des clients consommateurs finaux. Et c'est important pour nous puisque quelque part, on se nourrit de notre compréhension du métier de banquier retailer pour justement amener notre expertise dans la dimension B2B. Et en fait, le sujet qu'on a tous quand on est banquier aujourd'hui, c'est effectivement, en tout cas quand on sert des clients particuliers, le sujet aujourd'hui, il est à l'acquisition de clients massives. Et notamment dans le digital. Parce qu'aujourd'hui, pendant des années, les clients n'avaient pas d'autre choix que de pousser la porte d'une agence bancaire et de s'asseoir face à un conseiller. Aujourd'hui, avant la banque, il y a quand même un truc qui s'appelle Google, où tout le monde va. Et le gros enjeu des acteurs aujourd'hui, c'est d'exister effectivement, d'avoir des marques à notoriété forte dans le digital. Enfin, sur Internet, pour avoir une chance d'être sélectionné par un utilisateur, un prospect qui deviendra peut-être client à un moment. Et on a vu du coup sur la partie de prestations bancaires changer quelque part la nature de la demande qu'avaient nos partenaires par rapport à nous. C'est-à-dire qu'effectivement, au démarrage de l'activité B2B, on venait surtout effectivement nous demander de prendre en charge une partie d'activité. Les activités qui quelque part étaient sans valeur, entre guillemets, sans valeur ajoutée, de middle office, de gestion de titres, etc. Et aujourd'hui, la nature de la demande a complètement changé parce on a un certain nombre de partenaires qui ont des bases d'utilisateurs relativement larges, mais qui ont un gros enjeu, c'est de les fidéliser en leur amenant des savoir-faire et des expériences clients que peuvent offrir un certain nombre d'autres acteurs. Donc nous, on fait évoluer notre offre B2B aujourd'hui avec un certain nombre d'offres, notamment on a des projets qu'on déploie en ce moment sur la partie justement un peu l'appli Le Compte La Carte en marque blanche pour des acteurs qui ont envie d'offrir d'avoir rapidement à leur disposition ce type d'offre pour offrir des réponses et des alternatives aux nouveaux entrants. Et vous, au sein d'Arkea, vous le faites essentiellement avec les acteurs que vous avez rachetés, parce qu'on a fait beaucoup de promotion, de publicité sur ces sujets-là, ou aussi avec des acteurs tiers comme Ipagou, parce que le Crédit Agricole n'a pas racheté Orwell. En fait, on a plusieurs typologies de collaboration. D'ailleurs, il y a un certain nombre de projets qui sont menés purement en interne. Donc, le projet dont je vous parle là, c'est un projet monté par des filiales à 100% du groupe. Et parfois, on est en collaboration avec d'autres acteurs. Mais nous, dans notre stratégie de collaboration avec les fintechs, on a vraiment plusieurs modalités qui vont du simple partenariat commercial à des choses beaucoup plus intégrées. Avant de passer à la partie fintech de cet entretien, généralement on parlait un peu de stratégie. Là, on était très sur du court-termiste. Sur l'open banking, on a l'impression qu'en tout cas sur scène, tout le monde est d'accord, il faut y aller, c'est maintenant, etc. Néanmoins, on l'a bien vu, et on en reparlera tout à l'heure sans doute avec Johan, dans les débats sur la PSD2, quand il s'est rentré dans le détail et dans le nerf de la guerre, je crois que votre président n'avait pas été tendre avec certains sujets liés aux nouveaux entrants et aussi, on va dire, sans doute légitime, mais avec des points parfois délicats et faisant naître des débats sur jusqu'où on pouvait ouvrir. Quelle est votre vision aujourd'hui à tous les deux de ce que devrait être l'open banking et vers où ça devrait nous amener dans les 5 à 10 ans? Si je prends un peu d'avance sur le panel d'après, peut-être à l'ouverture totale à tous les comptes pour des acteurs tiers et pas uniquement, comme on l'a aujourd'hui, de manière assez restrictive sur des comptes de paiement sur les API. Est-ce que ça peut aller encore plus loin sur une notion de wholesale pour des grands acteurs banquiers comme vous l'êtes au Crédit Agricole, comme on a essayé de le faire? RGPD a quand même un peu ouvert les choses. Enfin, il a ouvert et en même temps, c'est le client qui finalement va décider de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut ouvrir ou pas ouvrir. Donc je sais, la question est très complexe. Dans 5 à 10 ans, je ne sais pas trop. Je ne vois pas d'évolution, en tout cas, très
très court-termiste, je pense qu'il va y avoir une évolution vers... finalement, le client sera complètement maître de ce qu'il a envie de donner ou pas de donner. Je prends l'exemple aujourd'hui, je voyais tout à l'heure l'initiative d'Apple hier soir par rapport à sa carte bancaire là, et le cashback, mais qui est très culturel aux États-Unis, qu'il a un peu moins chez nous. Je pense que ça va venir, cette vague va venir, mais c'est vraiment le client qui va décider de ce qu'il ouvre ou de ce qu'il n'ouvre pas. Et finalement, c'est lui qui veut nous imposer un peu le modèle. Après, est-ce qu'il va y avoir véritablement un marché rentable par rapport à ça? C'est ça le sujet. Tout à l'heure, on parlait des modalités de coopération. Moi, je vois les seuls moments où on se pose la question de racheter une fintech, enfin une start-up, etc., finalement, c'est l'actif technologique qui nous intéresse. C'est-à-dire, est-ce que l'actif a de la valeur et est-ce qu'il nous permet, nous, de gagner du temps, voire de l'acquérir pour moins cher que si on le faisait nous-mêmes. Chaque fois qu'on s'est posé la question de savoir si on achetait ou on n'achetait pas, c'est toujours sur la question de l'actif techno, jamais sur l'idée, sur le principe marketing ou sur la marque, etc. Enfin, en tout cas à ce stade. Hein. Donc, pour le coup, par rapport à votre question, je pense qu'il faut être très très prudent sur ce qui va se passer. Moi, je crois beaucoup dans le monde bancaire, que ce soit des paiements et plus généralement de la banque au poids de la marque, qui va rester, je pense, extrêmement fort. Et on le voit dans les d'ailleurs évolutions de nos performances commerciales. C'est vrai que les acteurs de banque directe, de néobanques, etc., ouvrent beaucoup de comptes, mais en réalité, on perd peu, voire pas du tout de part de marché globalement. Il y a un foisonnement de multibancarité, d'opportunités d'avoir des cartes gratuites, des nouveaux services, etc. Mais là où la banque gagne de l'argent, finalement, ça s'effrite assez peu. Donc, est-ce que ça va durer? J'en sais rien, ça pour le coup, je ne sais pas. Mais à ce stade, si les banquiers arrivent à transformer leur expérience client et à faire en sorte d'être aussi bons, et il n'y a pas de raison qu'on ne le devienne pas que ce que les startups et fintech imaginent, je pense qu'à ce moment-là, il y aura une intégration complète à terme. Christelle, je t'ai vu réagir. Ouais, alors nous, on n'a pas complètement la même, en tout cas la même stratégie par rapport au fintech. Nous le point de départ de nos, enfin en tout cas ce qui a pu prédominer à l'acquisition d'un certain nombre de fintech, elle est plus sur la dimension justement de notre métier historique, qui est un des enjeux, comme je disais, c'est la conquête. En tout cas, nous, on mène une stratégie et de développement et de transformation. Donc, on est dans une configuration de marché, d'ailleurs, nous, un peu à part, puisque, effectivement, historiquement, on dépend de 3 régions en France. Donc, nous, le champ des possibles, notamment via le digital, est énorme. Et en fait, quand on rentre dans une logique d'acquisition avec une fintech, c'est notamment parce que ce qui nous intéresse, c'est leur modèle de développement et d'acquisition. Le sujet de la monétisation de la base utilisateur vient évidemment dans un deuxième temps, parce que là, avant de monétiser, il faut déjà acquérir. Et nous, c'est un de nos leviers. Avec évidemment aussi, bien entendu, derrière des actifs techno qui peuvent nous intéresser, mais la démarche, elle est d'abord là-dessus. Et après, je pense que nous, la vision qu'on a, c'est... il y a plusieurs scénarios possibles en termes d'évolution de marché de la banque aujourd'hui, qui vont de choses très extrêmes où il n'y a pas de changement, les banques réussissent leur transformation et demeurent les acteurs du marché, à des choses où il n'y a plus du tout on est complètement en mode distribué, il n'y a plus de banque, il n'y a plus d'intermédiaires. Nous, on pense qu'on est en train de jouer un scénario, que se joue plutôt aujourd'hui un scénario central où la banque, elle peut être soit parfois un des acteurs qui distribue et qui doit donc développer sa capacité de conquête et de fidélisation client sur sa partie distribution, et de l'autre côté peut parfois être un prestataire de services pour d'autres acteurs qui distribuent. Donc nous, on a vraiment cette vision quelque part de plateforme où on peut à la fois vendre nos produits et le produit d'autres à nos réseaux de distribution, voire à d'autres réseaux de distribution, et concevoir des produits qui seront vendus soit dans nos réseaux, digitaux et physiques, et proposés à d'autres. Donc c'est ce qu'on a commencé, nous, en tout cas, à déployer. D'accord. On
faut quand même se poser la question à 10 ou 20 ans si à force d'ouvrir, de proposer des services, si la chaîne de valeur permet un jour à des acteurs comme notre camarade qui vient d'arriver, d'avoir une expérience utilisateur plus souple, puisque je crois que vous évoquiez que c'est pas toujours facile avec la DSI, donc plus souple et plus ouverte pour le client final, du déport de la chaîne de valeur justement, et s'il vous reste que la partie production, en général, entre un producteur et un distributeur, je préfère la marge du distributeur. Mais c'est pour ça qu'en fait, Ça à ce dépend. stade, tout est ouvert. Et que, en tout cas, nous, on lâche. Enfin, je pense qu'on joue sur les deux tableaux. Et il y a des endroits où. Enfin, je pense que dans le marché aujourd'hui, on ne sera plus dans une logique monolithique telle qu'on l'a connue pendant des décennies. On est en train de rentrer dans une logique beaucoup plus ouverte, justement, avec beaucoup plus de souplesse. Et à chacun de trouver, en fonction de ses savoir-faire propres et de son point de départ, là où il a le plus de pertinence. Et de toute façon, à un moment, le marché dira. Enfin, si je veux garder du temps pour les questions, il faut que j'aille vers mes camarades Eric et Jonathan. Déjà, peut-être pour commencer, des réactions à cette première partie. Alors moi, je bois du petit lait là. C'est super parce que on parle de l'informatique et du compliqué, difficile, des mouvements compliqués. Alors moi, je suis un ancien, j'arrive de la banque et notamment des DSI, et je trouve que, je dirais que l'informatique a bon dos et que en fait, il y a aussi eu un manque de volonté, hein, quelque part. Il faut se le dire. Hein. Nous, on a créé Trésor, nous avons créé une fintech. Alors à l'époque, on appelait ça une start-up parce que ce n'était pas une fintech. Il y avait quand même du compte, de la carte, etc. Mais c'était 2006, compliqué. Hein. Et en fait, on a monté Trésor parce qu'on était frustrés de ne pas être capable de trouver simplement des outils, des toolbox pour développer notre business à l'international. Et donc, on allait chercher des prestats en Angleterre, en Grèce, à Gibraltar, etc. On montait des trucs innommables en termes de contrats. Et au bout d'un moment, on s'est dit, stop, on arrête. On va fabriquer ce trésor. On va fabriquer cette boîte qui est un peu one-stop shop pour aller... finalement, on était trop frustrés parce qu'on était client focus. On voulait des choses pour nos clients et on ne pouvait pas les faire. Donc, on s'est dit, bon, allez, on va monter cette boîte et on va regarder le client. Et l'informatique... no way, quoi. Donc chez Trésor, par exemple, il n'y a pas d'informatique. L'informatique, c'est terminé. Donc la DSI, elle n'existe pas. Voilà. Donc Et en même temps, tu m'as dit que ton actif clé, ce que tu avais amené sur le marché, c'était une plateforme justement techniquement très différente. Et pourtant... Donc tout le monde est informaticien, mais il n'y a pas d'informatique. Exactement. C'est-à-dire qu'on a une plateforme qui technologiquement tient la route, sauf qu'il n'y a aucun projet informatique chez Trésor. Aucun. Il n'y a que des projets RegTech, des projets, on va dire, cartes, ou des projets multidevises, ou des projets... cash management, quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas de projet informatique. En fait, l'informatique est au sein des équipes. Et, voilà. Et donc, en fait, le travail qui est en train d'être opéré, c'est pour ça que je bois du petit lait, parce que c'est intéressant, on s'est battu pour ça. Les banques se sont aussi battues contre ça. Et aujourd'hui, par exemple, il y a eu, je pense, un après 2018, où les banques ont commencé à comprendre que la DSP2 pouvait devenir un allié. La preuve, ah oui, mais ça ne marche pas. Ben oui, mais il y a l'agrégation. Eh bien oui, et forcément, il y a l'agrégation. Et ça va être pareil pour le KYC, ça va être pareil pour la RegTech. Et il y aura plein comme ça de possibilités d'association ou des deux systèmes grâce à ces avancées. RGPD, par exemple, est un excellent socle, effectivement, pour réfléchir à comment tout ça va pouvoir cohabiter. Et donc, pour nous, c'est vraiment un grand parcours qui a été fait en 4 ans dans ce pays, où au début, on n'avait aucun interlocuteur, et aujourd'hui, on voit quand même que nos amis les banquiers, parce qu'on est convaincus, nous, depuis le départ, que la fragmentation du marché existera, que d'autres acteurs plus agiles vont pouvoir tirer leur parti, mais que finalement, la banque a un rôle à jouer pour aussi harmoniser tout ça et peut-être trouver d'autres voies. Et, toi, tu n'as pas pivoté, tu as créé dès le début une société pour fournir des services à ces acteurs-là, de toute façon. Absolument. Dès le départ, voilà, on a travaillé dans cet esprit de faire évoluer, parce qu'on a bien senti qu'il y avait là un boulevard qui était devant nous. Donc on a abandonné l'idée de faire des produits, etc., parce qu'on s'est dit ça, ce sont d'autres qui vont le faire. Et on a travaillé comme ça pour faire une plateforme qui va essayer de faire, de réconcilier ce monde bancaire avec ce monde fintech. On a servi un peu pas de médiateur, mais de traducteur entre les deux mondes. Et c'était assez cocasse parfois quand même. J'ai d'autres questions, on va y revenir, mais j'ai la même question d'abord pour Jonathan, un peu ta réaction à cette première partie. Bon, je pense que vous avez 2 banques exceptionnelles sur le panel aussi. On a que des gens sympas. Je me doute, mais même ceux qui sont là. j'ai une certitude,
Je crois que le dernier recensement, c'est 5000 banques en Europe. Je prends le pari que dans 15 ans, il y en aura beaucoup, beaucoup moins. On est dans une période de concentration, de fusion, de disparition pure et nette, parce qu'il y a une pression à la fois du législateur, on l'a vu avec la RGPD, la DSP2, qui, somme toute, j'ai l'impression, est plutôt la décision des législateurs de taper sur les doigts des banques après la crise de 2008 et de dire bon, vous avez joué, vous avez été vilain, maintenant on va instaurer un peu des nouvelles règles, on va ouvrir la concurrence et on va vous forcer à innover, on va vous forcer à ouvrir. Et dans ce cadre-là, il y aura les passifs qui vont disparaître, les petites banques qui vont se faire avaler. Et il y aura ceux qui auront été extrêmement proactifs, qui auront très tôt eu cette stratégie d'évolution. C'est très darwinien de toute façon, c'est s'adapter à des nouveaux contextes, à des nouvelles règles. Et ces deux banques-là, typiquement, sont l'exemple même d'une ouverture et d'un choc, d'une décision culturelle de pivoter en disant je dois challenger mes équipes en interne, l'informatique, où la DSI c'est un élément charnière, mais aussi la partie procurement, la partie achat. C'est ça qui est fondamental, parce qu'on parle, tous les mots-clés ont été jetés, ils sont tous très justes. La paysation, l'ouverture, l'adaptation aux besoins du client, le client final qui va décider de ce que seront les produits de demain. Mais la réalité, c'est qu'il y a des baronnies au sein de ces banques-là. Il y a des précarés qui sont défendus, oui, et qu'il est très difficile... Chez un mutualiste, jamais. Il est très difficile pour certains de se réinventer, parce que ce sont des décennies, voire même des siècles d'activité qui sont très, très établies. La banque, dans ma compréhension, c'est avant tout la gestion du risque. Il y a aujourd'hui, là je parle sous votre contrôle, mais si j'ai bien compris, entre 60, parfois 80% des budgets qui sont alloués à la mise en conformité. Donc le reste va être sur l'innovation. Et c'est très faible, c'est trop faible. C'est beaucoup trop faible comparé à des budgets des entreprises chinoises qui sont justement dans une approche non pas de servir des produits bancaires, mais des services beaucoup plus larges. Et le service bancaire en lui-même, c'est une commodity. C'est quelque chose qu'on offre on top, parce que objectivement, nous tous dans la salle, on ne va pas à la banque tous les jours. C'est pas notre. On consulte éventuellement nos comptes pour vérifier. On s'en sert mais c'est tous les pas jours. ça. On s'en sert. C'est un service, mais c'est acheter. C'est ça l'action première. Je veux acheter une bouteille d'eau. La banque derrière me donne ce moyen-là. Mais ça reste mon argent. Je l'ai déposé auprès d'elle, et c'est effectivement le mot-clé confiance. Il est juste. Toutefois, ça s'établit aussi, la confiance. Si on regarde Vodafone, monde de télécom que tu connais très bien et je connais assez bien aussi, Vodafone 2008, c'était 30% de marge bénéficiaire. Vodafone 2015, 7 ans après iPhone et Android, c'est 5%. C'est 5%. Ils sont devenus un dumb pipe, un tuyau, un simple tuyau. La plupart des opérateurs télécoms, ils se sont fait totalement... Si tu veux faire l'analogie avec la télécom, tu peux aussi reprendre la fin des années 90 où le régulateur a forcé les MVNO à apparaître pour casser des monopoles. Ceci dit, les MVNO, il n'existe plus beaucoup. Hein. Ceux qui restent sont sous perfusion artificielle. Absolument, donc, mais finalement, les opérateurs ont repris à leur compte toutes les innovations marketing qui ont été faites par les MVNO, les ont intégrées dans leurs offres. Il n'y a pas eu des masses d'innovations technologiques, par contre, et c'est rentré dans le rang, entre guillemets. Donc, mais quels sont les niveaux de marge des opérateurs télécoms aujourd'hui ? Plus les mêmes. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. La marge, elle ne se situe pas dans les services d'ouverture d'une ligne et de la voie pour les télécoms. Elle se situe dans les services à valeur ajoutée. C'est la même chose dans le secteur bancaire. Je crois que ça a été dit tout à l'heure. Ce n'est pas sur les paiements, ce n'est pas sur la tenue de compte courant que vous générez votre marge. C'est sur les services périphériques. Mais pour avoir accès aux consommateurs finaux, il faut fournir un compte courant. Tu nous as un peu de prédiction sur les 5000 banques. Enfin, ceci dit, moi, si j'arrive déjà à en citer 10 en France, ça sera pas mal. Mais parce que je pense que dans les 5000,
Oh, si, il y a quand même plein de petites banques, mais je pense qu'on les connaît pas. On sait pas en tout cas, moi je ne sais pas les nommer toutes. Il y en a beaucoup plus que 10, mais je vous défie de les citer. Tu es un peu un vétéran de la fintech, on s'est connus un paquet de temps maintenant. Comment juges-tu en Europe la prise en compte par le monde bancaire de ce paradigme post-PSD2? Ça y est, c'est là, on en a parlé beaucoup, 2013, 14, 15, ça allait arriver. C'est là, indépendamment de ce qu'on peut voir sur des tables rondes de conférences où il y a une grosse partie quand même de direction de la communication aussi. Ce que tu vois concrètement quand tu travailles avec les banques, tu nous as dit que tu en avais plusieurs, enfin de nombreuses en Europe partenaires. Ça y est, c'est fait, il y a un vrai travail d'intégration, c'est toujours, on se découvre. Ah, voilà, on en est où? La DSP2, à mon sens, c'est le début des ennuis pour les banques. Okay, c'est clair. Tu prépares, c'est après, c'est toi. Maintenant, on est pour les banques face à une nouvelle réalité qui va être de devoir s'ouvrir à des tiers, des solutions qui sont pensées pour les clients, par les clients, la plupart du temps. Et effectivement, ça évolue pas au même rythme. On voit dans les pays scandinaves, les pays nordiques, ça va beaucoup plus rapidement. C'est la notion d'open banking. Si tu regardes le modèle suédois, il est là depuis. On aura Tink tout à l'heure sur scène. Justement, donc ils pourront confirmer cela, je pense. C'est un. Donc tu vois de vraies différences géographiques des gens en Europe. Absolument. Indépendamment de UK qui est plus chez nous là, mais tu vois de vraies différences. Il reste 3 jours encore. Il y a une extension pour jusqu'au 12 avril a priori, mais non, il y a une différence évidente entre UK qui est et qui demeure le centre névralgique de la fintech en Europe. L'Europe continentale, c'est peut-être un peu plus conservateur, donc les pays nordiques qui sont un tout petit peu plus en avance sur ces thématiques-là. En France, je pense c'est un lion qui dormait, qui va probablement se réveiller. Il y a des acteurs importants dans le secteur bancaire qui ont énormément d'assets et ils doivent le protéger. Mais c'est valable dans toutes les géographies, ça. Il y a des champions européens, voire mondiaux en France qu'il n'y a pas nécessairement dans les autres pays. Tu disais il y a 10 banques à citer, mais dans les 10 banques, elles sont parmi le top 50 mondial. Eric, maintenant que tu es devenu un peu plus du côté de la banque, ton avis sur la même question, comment tu vois cette adoption du monde des plateformes par les banquiers qui ne sont pas forcément autour de cette table, mais en général, tu as travaillé un peu avec beaucoup de fintech qui se sont heurtés à des murs parfois avec les banquiers classiques, ça t'a aidé d'ailleurs. Alors, oui, c'est ça. C'est la clé de notre progression. Nous sommes une équipe au départ frustrée du monde de la start-up fintech. Cette frustration, on l'a canalisée au service des fintech qui étaient aussi frustrés que nous. Et en fait, on a vraiment mis le focus là-dessus. Et en gros, d'ailleurs, c'est la définition de la plateforme Trésor, hein, en quelque sorte. C'est un enabler de projet. Et en fait, ce qui nous caractérise, c'est que les projets qui viennent chez nous bénéficient un peu de cette grosse frustration. Et en fait, on s'attache à faire en sorte que ces projets réussissent, décollent et lèvent beaucoup d'argent. Donc en clair, on partage notre succès, finalement, c'est juste le succès des fintechs qui sont venus. C'est une question qu'on peut se poser légitimement quand on voit toutes ces plateformes, toutes ces offres B2B2C. J'imagine bien comment tu gagnes de l'argent en tant que vendeur de palettes de pioche, mais est-ce que ceux qui utilisent ces services arrivent finalement à transformer ça et à créer aussi de la valeur? Écoute, moi je pense que oui, parce que encore une fois, toutes les fintechs avec qui on travaille, alors on a démarré 35 projets en moins de 3 ans, à peu près. Hein. Dans ces projets-là, il y a quand même pas mal de fintechs, je dirais une petite dizaine, qui ont quand même construit de véritables parcours clients appréciés, qui vivent une progression très importante. On citer quelques-uns. Nous avons dans notre panel, nous avons travaillé au décollage de Conto, au décollage de Shine, au décollage de Launcher. Nous travaillons avec Plus Simple, nous travaillons avec WeDoGift. Voilà. Donc ça pour quelques fintechs. Nous travaillons avec Lydia, nous travaillons... voilà. Donc on a pas mal de clients qui sont connus aujourd'hui et qui ont quand même fait leur part. Et quelle a été la différenciation clé? Parce qu'encore une fois, il y a aussi beaucoup de gens de banques qui des fois essaient de travailler avec des plateformes. D'ailleurs, je vois qu'Olivier était encore en Angleterre. Qu'est-ce que tu as fait? Mais
Quelle était la différenciation? Qu'est-ce qui a fait que finalement, alors que tu n'as pas été le premier à créer et qu'il y avait quand même beaucoup d'autres offres sur le marché, c'était quoi la recette entre guillemets? Qu'est-ce que vous avez fait de différent des autres? Alors, le premier point, je crois, c'est que on avait vraiment cette motivation de faire en sorte que les projets soient démarrés rapidement et réussissent. Donc, on a fait des efforts sur le modèle économique, et le modèle économique est très important dans ces métiers. Sinon, si on a un mauvais modèle économique, on ne lève pas de fonds parce qu'on n'arrive pas à convaincre et voilà, ça s'arrête vite. Il faut des fonds quand même pour démarrer, on l'a dit. Il y a quand même des moyens importants. Voilà. Le deuxième point, c'est que Trésor a eu un positionnement très clair dès le départ. Nous ne faisons pas de produits. Alors, nous serions capables de faire des produits parce qu'on arrive de ce monde-là et on a arrêté. Mais si on a bien arrêté, c'est pas pour en faire. Donc en fait, on fait pas de produits. Donc on n'a aucun produit. On dépense pas d'argent dans le marketing pour faire un B2C ou une cagnotte ou une néobanque A ou une néobanque B ou voilà. On fait pas de produits. Donc ça, je pense qu'on a su donc faire équipe avec les projets qui, eux, pour le coup, voulaient faire des produits. Et on a créé cette confiance où il n'y aurait pas de projets ou de produits qui allaient sortir de Trésor en concurrence avec nos fintechs. Ça, c'est le premier point. Et la richesse de la plateforme Trésor, elle vient aussi de nos clients. Parce que nos clients nous poussent un petit peu à fond, quoi. Ils portent à leur paroxysme les modèles. Et donc, quand on a 35 projets, quand on a travaillé à 35 projets, forcément, ça nous fait gagner en richesse fonctionnelle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a pris le parti de maîtriser nos technologies. Donc, on n'a pas de software, on n'a rien, on a tout développé nous-mêmes. Pour autant, sans projet informatique, clin d'œil. Et l'idée, c'est de dire, voilà, cette maîtrise-là permet, dans des petites équipes focalisées sur une fonction donnée, de sortir un très très beau parcours client en utilisant tous les moyens possibles, juridiques, compliance, etc. Et je reviens à ce qui a été dit, l'énergie de Trésor, elle est dans la compliance aussi, mais pas que. Et elle est vraiment au niveau du parcours client. Donc on est vraiment concentré sur le parcours client, et c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. Pour terminer cette partie avec toi, une dernière question à Jonathan. Je reviens un peu sur ton mariage avec la Société Générale. Les mariages, c'est toujours compliqué, on pense des fois au divorce, on pense aux complexités. On est dans l'ère des familles recomposées. On l'a vu d'ailleurs dans l'univers des fintechs et des banques, même très près de chez nous, c'est pas simple. Tout à l'heure, on aura Mathias sur scène, par exemple. C'est quoi ta recette magique pour dire que tu ne l'auras pas fait que pour prendre un chèque et aller sur une île, mais aussi que ça marche et que Trésor se développe au sein de la SocGen et que SocGen soit plus grand avec Trésor? Alors, mariage très ambitieux, très ambitieux parce que, alors c'est une vision, après je ne sais pas si elle est partagée, le groupe Société Générale est une banque, je dirais, assez verticale, je dirais. Donc c'est toujours plus compliqué, il y a de la profondeur, il y a du patrimoine, si je peux dire ça comme ça, donc c'est pas simple. T'as appris la diplomatie, toi. Voilà. Je t'ai connu plus direct. Ouais, c'est ça. Donc en revanche, le projet et la promesse est juste fantastique. Le groupe est très clairement nous accompagne complètement dans cette démarche. La Société Générale a eu l'intelligence de nous laisser complètement indépendants et agnostiques. Donc clairement, on est maître de notre stratégie, de notre technologie, etc. Et ça, je trouve que c'est très très bien parce que ça nous permet de continuer à travailler avec d'autres groupes bancaires de manière complètement indépendante. Et ça nous permet donc de continuer à avoir notre ADN au service des clients extérieurs au groupe. Pour autant, il y a des projets internes. Et ce qui est génial, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on boit du petit lait un petit peu cette année parce que des groupes, même comme groupe Société Générale, ont fait une révolution de l'état d'esprit dans laquelle il va falloir aborder les projets, beaucoup plus client-centric, beaucoup plus sur le parcours client. Et effectivement, notre mission, et elle est, je crois, super, et on a un boulevard devant nous, c'est d'arriver à associer ces deux mondes et de construire des nouvelles choses, mais d'une manière assez cohérente avec le patrimoine. Donc là, on a un boulevard devant nous et le groupe est très clairement derrière nous pour nous aider à cette mission, parce qu'on est quand même on est une petite chose au sein du groupe Société Générale. Donc on bénéficie de cette expérience et de ce patrimoine, et on va ensemble fabriquer les projets qui vont savoir se parler et qui vont savoir avoir les plus des deux côtés, quoi. Merci. Avant de passer le micro dans la salle pour quelques questions, Jonathan, j'en avais une dernière pour toi.
À ton avis, tu as quand même une double nationalité, tu as développé dans plusieurs pays d'Europe, tu en es à ta 3e fintech. De ta vision un peu, quels sont les principaux freins en Europe au développement plus massif des services autour de l'open banking et des services associés à ces modèles ouverts entre banques, nouveaux entrants, tiers, etc. En 1 minute, bien sûr. Ouais. Non, parce que je te voyais partir là. Non. En fait, je crois que je vais utiliser une image. Ma perception, c'est que la plupart des établissements financiers ont cette position de l'écureuil assis sur un énorme tas de noisettes qui est juste sous le noisetier. C'est l'âge de Donc, glace 3, ça. il ne faut pas bouger, il ne faut pas trop bouger parce que le tas de noisettes va dégringoler. Donc, elle reste en équilibre. Et là, ça, c'est terminé. Ça, c'est fini. Cette situation géniale, et ils ont tout fait pour le construire, je ne remets pas ça en question, ce sont mes clients, donc je ne tiendrai jamais de propos désobligeants à l'encontre de mes clients, mais effectivement, ça va être assez violent, à mon avis, de pouvoir s'adapter à ces nouvelles règles. L'innovation et ces changements-là sont beaucoup plus rapides qu'ils ont pu être dans le passé. La technologie aujourd'hui, ça va très vite. On a parlé d'API tout à l'heure. Je disais, on a 28 banques aujourd'hui qui utilisent le module PSD2, DSP2. On a onboardé 5 banques 3 semaines avant l'échéance du 14 mars, parce qu'elles étaient à la bourre. Elles avaient peut-être un tout petit peu oublié le calendrier, et puis elles étaient vraiment en panique, sont tournées vers nous, et là on leur a dit, votre challenge, il sera aussi bien du côté de la DSI, mais surtout du côté procurement legal. Parce que nous, il n'y a pas de problème, on a le produit, on peut l'onboarder. Alors la différence, peut-être, on n'est pas en mode projet, nous on est en mode produit, parce que c'est beaucoup plus efficace, à mon sens, à répliquer. Il y a une partie adaptation à chaque client, mais c'est ça l'enjeu, c'est d'être capable de construire des solutions, des modules, des API qui soient consommables par les banques très rapidement. Et donc là, est-ce qu'elles ont besoin elles-mêmes de s'APIser ? Peut-être pas. En revanche, être capable de s'ouvrir à des API externes, absolument. Et ça, ce n'est pas exclusivement un challenge technique, c'est aussi un challenge culturel, un challenge legal, procurement. Et donc, ça, c'est le véritable enjeu, à mon sens. Merci. On vous applaudira dans quelques instants, mais d'abord, des questions de la salle, s'il y en a.